les 2 prochaines semaines pourraient être les plus importantes de l'été pour les marchés financiers et ça inclut les métaux précieux. 3 grandes banques centrales vont se réunir, la majorité des Mag 7 vont publier leurs résultats et tout ça arrive alors que plusieurs fissures ont commencé à apparaître sur la surface. En Corée du Sud, plus d'1 million de comptes ont déjà reçu des appels de marge. Aux États-Unis, les grands indices viennent de perdre un niveau technique important et un nouveau modèle d'intelligence artificielle chinois vient de rappeler au marché que ce n'est pas forcément les entreprises qui ont brûlé le plus de cash qui vont survivre. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer les événements qui pourraient faire basculer le marché au cours des 2 prochaines semaines, mais aussi les signaux économiques que la Fed semble minimiser. Et bien que tout le monde regardera la décision de la Fed, je pense qu'un des risques qui est sous-estimé, ça pourrait venir du Japon. On va en reparler. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les 2 semaines donc décisives. Je vous ai parlé des banques centrales, donc on a la Banque centrale européenne, cette semaine. Peut-être qu'ils vont encore augmenter les taux, on va voir, mais ils ont l'air d'être dans cette volonté d'envoyer un message, assez puissant et de potentiellement répéter la même erreur qu'en 2008. La Fed, il y a quelques mois, on parlait de coupure, ensuite on parlait de hausse des taux et maintenant ça a l'air d'être, entre les 2. Ils ont l'air vraiment d'être dans l'incertitude donc le plus probable, c'est qu'il n'y aura pas de changement, mais le speech va être vraiment à surveiller. Et puis il y a la Banque du Japon le lendemain qui pourrait surprendre parce que, en tout cas on va en reparler plus tard, il y a plusieurs problèmes au Japon et donc potentiellement c'est un moment pour eux de frapper fort. Au niveau des résultats financiers, heu, les grosses entreprises qu'on surveille, dans la tech parce qu'ils représentent une grosse partie de l'indice, surtout pour l'évolution aussi de l'intelligence artificielle. Donc on va commencer avec Google et Tesla le 22 juillet. Intel, ça va être, le premier er semi-conducteur, donc pour la partie, hardware, ça va être intéressant de voir, comment ça va évoluer avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Et puis la semaine prochaine, dans les mêmes journées que la Fed et la Banque du Japon, on aura, Microsoft, Meta, Amazon et Apple. Donc ça va faire, du solide à surveiller. Alors je vous parlais du Japon. Un des éléments qui est important à comprendre, c'est que la plupart des pays, quand, ça va mal, ils doivent choisir en général s'ils défendent leur monnaie ou leur marché obligataire. Et le problème du Japon en ce moment, c'est qu'il a un problème avec les 2. Je vous ai mis ici le graphique, vous voyez en haut à droite, du, taux d'intérêt sur pour les obligations japonaises à 10 ans. Vous voyez à quel point c'est remonté très rapidement depuis 2020, quasiment vertical dans les derniers mois. Et en même temps de ça, il y a le yen qui n'arrête pas de s'affaiblir, qui est au fameux niveau, 160-162 dont je vous ai parlé dans le passé, qui est un niveau, critique pour, la Banque du Japon. Donc on sent aussi avec leur communication qu'ils commencent à se durcir un petit peu et pour rappel, la dernière fois qu'ils avaient surpris les marchés, je vous ai mis le graphique du Nasdaq ici en bas à droite, on a eu cette grosse baisse qui s'est fait sur plusieurs jours, mais regardez comme dans les 3 derniers jours, c'est là que la baisse a été la plus forte et donc sur le Nasdaq, on avait quand même une baisse proche de 16. Donc c'est pour ça que c'est un des éléments pour moi qui est à surveiller et qui pourrait potentiellement surprendre le marché. La dernière hausse n'a pas surpris le marché, mais là, on sent qu'il pourrait y avoir une volonté de faire quelque chose de plus gros, d'inattendu. Et donc si d'un coup, par exemple, les taux remontent beaucoup plus haut ou que c'est combiné à une communication qui dit qu'il y a une série de taux, ce ne sera pas juste une fois, etc. Bref, ça peut choquer un peu les investisseurs qui n'aiment pas ce genre de surprise. Un autre élément rapide que je voulais vous mentionner pour la semaine dernière, c'est Kimi K3, donc un nouveau modèle chinois qui est sorti et qui a surpris un peu tout le monde parce que sur plusieurs résultats, comme celui que vous voyez ici, il est arrivé dans les premiers ou le premier, et c'est un modèle qui aurait coûté beaucoup moins cher à développer que les modèles américains et qui offrirait une performance assez similaire. Évidemment, peut-être pas autant sur tout, mais voilà, quand on cherche le rapport qualité-prix, ce que la plupart des gens recherchent, on n'est pas prêt à surpayer, à payer 3 fois ou 5 fois ou 10 fois plus pour quelque chose qui va être relativement proche, en fin de compte. Et donc ça m'a rappelé un peu le moment DeepSeek qu'on avait vécu, quand ça a été annoncé la première fois et que les gens ont réalisé: «Ah, finalement tous ces investissements dans les entreprises américaines, peut-être qu'ils ne vont pas porter fruit, peut-être qu'il y aura pas un retour sur investissement». Donc voilà, c'est quelque chose de plus à surveiller parce que ça arrive à un moment donné où on sent que voilà, les investisseurs cherchaient quand même, à être rassurés sur le retour sur investissement qu'ils vont avoir pour tout ce qui a été mis dans ces grosses entreprises américaines. Un autre élément clé de la semaine dernière, on avait parlé un petit peu dans la dernière vidéo, mais pas de cet élément-là. Donc vous savez que ça va mal en Corée du Sud. Un des éléments, que j'avais mentionné, mais que j'avais pas de visuel et de confirmation, c'est en fait qu'il y a eu beaucoup d'appels de marge. Donc on parle d'environ 1,2 million de comptes qui ont eu des appels de marge
et de 360 000 comptes qui ont été complètement liquidés. Donc ça, c'est à cause, entre autres, du levier et du fait que ce soit très concentré. Je vous parlais de la concentration, dans l'économie dans la bourse américaine aussi et voilà, on sent que ça pourrait être une idée de qu'est-ce qui pourrait arriver aux États-Unis par la suite parce que, on voit un peu le même genre de comportement, même si c'est pas aussi avancé. D'ailleurs, vous voyez, ce graphique, c'était pour vous montrer, à quel point en haut on a l'indice du SP 500 et en bas on a justement à quel point les gens vont sur des ETF qui augmentent par 3 les performances, mais ça va bien quand ça monte, ça va très mal quand ça descend et on voit qu'on est vraiment, bon, c'est redescendu un petit peu, mais sur des sommets qui avaient de loin dépassé, les pics qu'on avait vus en 2021 avant le bear market et aux 2 derniers sommets, donc en 2024 et en 2025. Et donc ici, avec ce graphique, vous pouvez voir en fait le la quantité de dettes que les, Américains ont pris pour investir et on voit que depuis, 2022 ici et là où on est aujourd'hui, en fait, ça a à peu près doublé. C'est sur la gauche ici et donc c'est intéressant de voir que, il y a cet effet-là, un peu comme la Corée du Sud qui est en train de se développer et surtout, c'est des gens qui empruntent pour acheter du levier, donc c'est comme un double emprunt et donc c'est pour ça que ça peut créer cette énorme volatilité qu'on voit dans les marchés. Alors ici, je voulais vous montrer rapidement pour le SP 500, voilà qu'on est proche d'avoir ce croisement entre la moyenne noire ici à 20 jours et la moyenne à 50 jours en bleu, vous voyez? Et la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était ici juste avant qu'on ait cette grosse baisse qui a été sauvée par toutes sortes d'annonces, hein, qui continuent d'arriver avec, l'Iran, ça attaque, non, il y a un cessez-le-feu et cetera. Bon bref, on verra bien. Mais voilà, je voulais vous montrer que on arrive quand même à un moment donné où c'est plus risqué et regardez aussi ces volumes de profil sur le côté ici, où je vous ai mis 2 boîtes ici pour vous montrer un petit peu qu'entre les 2, on a ce qu'on appelle un air gap un petit peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de volume entre les 2 et que donc si ça casse, ça pourrait facilement tomber là. Enfin, c'est ce qu'on voit souvent au niveau des probabilités et le SP 500 n'est pas le seul. On observe la même chose sur le Nasdaq. Alors il y a déjà eu ce croisement. Pareil, la dernière fois qu'il y a eu ce croisement, vous voyez par la suite, il y a eu cette baisse et vous voyez encore que une grosse partie des volumes s'est fait au sommet et au dernier sommet avant et pas grand-chose entre les 2. Donc voilà, ça va être intéressant de surveiller ça. L'indice des semi-conducteurs dans la même situation et Nvidia, je voulais vous montrer un autre type d'indicateur, c'est ce qu'on appelle le tête-épaule, et donc c'est souvent quand on voit qu'il y a cette forme qui se crée et ben, on voit une vraie cassure et qu'on arrive à la target ici qui est en fait du plus haut, de la tête jusqu'au niveau des «épaules» entre guillemets, ici la ligne en pointillé et donc ici, bon, ils l'ont mis en rouge parce qu'il n'a pas été, rejoint rapidement, mais vous voyez qu'il a fini par être rejoint et même plus bas. Ici, il y en a un qui n'a pas fonctionné, c'était quand on a eu ce rebond, mécanique qui s'est produit et vous voyez que là, on en a un nouveau qui se dessine et donc potentiellement, si ça casse ici, ça risque de tomber très bas, donc on parle entre 140-150 pour Nvidia, qui pèse tellement lourd dans le marché global, dans la bourse américaine, dans les semi-conducteurs, que ça pourrait un peu tout entraîner vers le bas, donc ça reste quand même à surveiller. Alors maintenant, pour bien comprendre ce qui va se passer avec la Fed, je vais vous parler rapidement des éléments clés que j'ai retenus des diverses interventions de Kevin Warsh et de la Fed en général, des publications qui ont été faites. Premièrement, j'ai analysé les minutes de la dernière réunion et il y a vraiment 3 éléments principaux qui sont ressortis. Le premier, c'est que, ils sont vraiment pas sûrs, en fait, de quoi faire avec l'inflation. Donc ils sont très divisés là-dessus. Ils semblent ne pas avoir les bonnes données et ils sont un petit peu comme un cerf qui regarde des phares de voiture et qui ne sait pas quoi faire et qui est paralysé. Donc ça, c'est un des éléments clés qui est sorti. L'autre chose, c'est que contrairement à la conférence de presse qui était très, on va dire, sur l'inflation, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de nuances en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils voient. Donc aussi ça amène un autre élément. Et puis le troisième que j'ai trouvé intéressant, c'est que la crise du crédit privé est mentionnée. Donc juste le fait qu'elle soit mentionnée, parce qu'elle n'a pas été discutée du tout dans la conférence de presse ou dans les articles à ce sujet que j'ai vus suite à la conférence de presse. Donc juste le fait qu'ils commencent à le voir comme un potentiel problème systémique, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a eu, donc ça c'est un graphique juste pour vous montrer la divergence intéressante que j'ai vue entre justement les outils financiers reliés à l'inflation en sombre ici et en bleu clair, le sentiment de la Fed, donc qui partent dans 2 directions opposées. Donc ça vous montre à quel point le marché ne croit moins à l'inflation que la Fed martèle. Un autre élément important, donc c'était les fameuses 5 task force qui avaient été mentionnées par Kevin Warsh, la dernière fois et donc là, on a eu en fait les annonces officielles de qui vont être sur ces task force et ce que j'ai particulièrement retenu, c'est que, premièrement, par rapport à la cible. Donc en ce moment, il y a une cible fixe de 2 exact, avec, aucune marge de manœuvre et donc ça peut impliquer, d'en faire trop ou d'en faire pas assez, mais
le risque principal, c'est d'en faire trop. Et donc il y a, une des personnes qui a l'air plus, ouverte à regarder en fait un range. Donc ça va être intéressant de regarder ça. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens sont alignés sur la vision de Kevin Warsh. Donc évidemment, comme je vous l'avais mentionné, c'était, ce à quoi on s'attendait parce que souvent ces task force sont juste faits pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose pour aller là où on veut laisser s'en aller de toute façon. Et ça inclut le fait qu'ils sont quasiment tous, je pense, contre l'impression monétaire, tant en tant je veux dire sur le principe, mais aussi, pour en cas de crise. Et donc ça pourrait changer comment les choses se passent parce que depuis 2008, ça a été un des outils principaux avec la baisse de taux, mais toujours en positif. Là, un autre élément qui est arrivé, c'est qu'il y en a au moins un qui a l'air de vraiment pousser pour potentiellement mettre des taux d'intérêt négatifs pour encourager la consommation d'une manière forcée. Donc ça accélérerait la perte de pouvoir d'achat en cas de crise. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra si ça va avancer, mais c'est quand même intéressant de voir que cette personne-là a été nommée dans les task force. Une autre chose, qui est arrivée, dans les dernières semaines la semaine dernière, c'est que donc Kevin Warsh a fait un témoignage sur 2 jours, il me semble, au Congrès et donc américain et un des éléments qui est sorti de là, je l'ai mis ici, c'est, qu'il a mentionné que pour lui, les investissements dans l'intelligence artificielle bientôt ne vont juste être nommés des investissements parce que c'est le nouveau normal et donc ça m'a fait penser à, la fameuse phrase de l'économiste, Irving Fisher en 1929, hein, qui disait que les marchés financiers, les prix des actions sont sur un nouveau plateau qui est haut et que c'est un peu le nouveau normal et évidemment, c'est l'équivalent de dire cette fois-ci c'est différent donc j'ai trouvé ça quand même, intéressant. Un autre élément que j'ai noté, c'est que contrairement à tous les autres, Fed Chair depuis 2012, Kevin Warsh a refusé de dire que le but, c'est l'inflation à 2 qui est mesurée par le PCE Price Index. Alors, c'est une omission, mais c'est une omission qui mérite d'être, notée parce que le fait que tous les autres l'aient dit et que lui ne le dise pas et que même ils disent un peu le contraire en disant: «Aucun des outils actuels ou des données actuelles ne permet de bien mesurer l'inflation». Heu on est vraiment dans quelque chose où il nous amène vraiment dans l'incertitude et on voit vraiment le message clair que énormément de choses ont changé. Alors évidemment, la Fed n'est pas un petit bateau, hein, c'est plus un Titanic, si on peut dire, un gros bateau et donc ça peut prendre beaucoup de temps à changer. Donc je m'attends à ce que quand même les changements puissent prendre 6 à 12 mois, avant qu'on commence à les voir, mais j'ai l'impression qu'ils veulent quand même aller vite pour, changer rapidement les choses. Donc on verra bien, mais voilà, il y a beaucoup de choses à surveiller du côté de la Fed. Alors maintenant, une petite mise à jour rapide sur la crise du crédit privé. En gros, ça continue de se détériorer. Je vous ai mis ce graphique ici, vous voyez les barres rouges, c'est les dernières données qu'on a. Vous voyez que la tendance est claire, ça ne fait que s'empirer. Ça montre le pourcentage de gens qui vont demander de récupérer leur argent, en fait. Et évidemment, à cause des blocages qui sont reliés à ce genre d'investissement où ils ne peuvent pas redonner l'argent à tout le monde à chaque fois parce que sinon ça crée des ventes forcées qui baisseraient le prix des actifs. Alors ils sont obligés de limiter ça, mais on voit qu'il y a quand même cette demande constante pour, récupérer son argent, donc ça reste à surveiller. Les défauts aussi continuent d'augmenter. Alors UBS avait parlé de potentiellement des défauts qui pourraient monter jusqu'à 15. En ce moment, on est à 6, mais c'est quand même un plus haut et il n'y a rien qui semble dire que ça va s'arrêter et c'est très relié à l'intelligence artificielle et il y a beaucoup d'expositions, c'est un peu comme un effet domino. Donc même si vous pensez que vous n'êtes pas affecté par ça, vous pourriez l'être indirectement. Une autre chose aussi qui n'arrive pas par hasard, hein, c'est qu'on voit le chef de la section du crédit privé de BlackRock qui a dû partir. Alors on ne sait pas s'il a été envoyé ou s'il est parti de lui-même, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on voit quand, ça continue de s'empirer comme ça. Alors maintenant, on va passer rapidement aux données économiques. Donc ici, je vous ai mis le graphique de l'inflation. Donc vous avez les deux, hein, avec ou sans les données volatiles qui sont la nourriture et l'énergie. Mais vous voyez que les deux ont quand même bien baissé récemment. C'est en grande partie évidemment dû au coût de l'énergie. Mais voilà, c'est important. Et regardez le graphique à droite, je l'ai mis pour vous montrer quand même qu'on a eu cette énorme baisse au niveau mensuel. Donc ça, c'est de mois à mois, alors qu'à gauche, c'est d'année à année, le pourcentage. Donc vous voyez, c'est quand même très rare d'avoir une baisse aussi grande juste sur un mois. Et donc ça montre à quel point on arrive, peut-être contrairement à ce que justement, certaines banques centrales semblent dire, l'inflation n'est pas encore de retour pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs ici je vous ai mis les coûts des producteurs, donc c'est le PPI et on voit ici aussi qu'on a une énorme baisse,
en termes de mensuel et en termes de annuel, bah, on voit aussi que ça c'est une baisse marquée après plusieurs mois de hausse. Donc voilà, on commence à avoir de plus en plus de signes que non seulement l'inflation, réduit beaucoup, voire diminue, mais même potentiellement disparaît et on voit même dans certains cas de la déflation, c'est-à-dire des prix qui diminuent. Donc c'est pas juste qu'ils augmentent doucement, mais vraiment ils sont plus bas qu'il y a un mois ou il y a un an et cetera. En termes du marché de l'emploi, alors encore une fois, ça a été, des très mauvais chiffres sous, la surface. Si on regarde juste le chiffre officiel, c'était positif, même si c'était beaucoup plus bas que ce qu'on s'attendait. Mais quand on regarde le net, vous voyez ici en rouge, et ben, en fait, on est à -74 sur le mois parce qu'on doit inclure aussi les révisions des 2 mois précédents qu'ils ont fait et donc même si le mois de juin était positif, bah, après les révisions de mai et d'avril, on tombe à -74 et vous voyez que globalement, si on regarde quand même depuis 2023, on est quasiment tout le temps dans des révisions négatives, donc ça, c'est vraiment pas bon et ça, c'est juste les chiffres officiels du sondage qui ne fonctionne vraiment pas selon moi du bureau de statistique américain et quand on regarde le 2e sondage qui est quand on appelle les gens vraiment pour savoir, pour éviter de compter en fait en double les emplois et ben, on voit, que vous voyez, il y a le +57 ici officiel de du bureau de statistique américain avant les ajustements et vous voyez en blanc ici le -500 000 quand on appelle vraiment les gens pour avoir un sondage. Donc même si ce sondage en blanc qu'on appelle le Household Survey est beaucoup plus volatile, en général, il va quand même être plus proche de la réalité quand il y a une divergence entre les 2. Un des éléments aussi qui fait en sorte que, malgré tout ça, le taux de chômage américain reste très stable, en ce moment à 4,2, bah, c'est parce que le taux de participation n'arrête pas de tomber et regardez à quel point aussi il s'écroule rapidement. On voit vraiment cette baisse très rapide ici du taux de participation et donc ça fausse les données à cause du calcul et donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous montrer ici, il y a quelqu'un qui a fait le calcul de si on gardait une participation, active plus constante et ben, au lieu du 4,2, on serait à 6,1 et donc ce serait très différent parce que si le chiffre officiel reflétait ce 6,1, ça fait longtemps que la Fed aurait coupé les taux, selon moi. Au niveau du PIB, alors on a eu aussi une grosse surprise, donc fin juin, dans les 2 derniers jours de juin, ça c'est vous voyez en vert ici, c'est l'estimé que la Fed d'Atlanta fait, ça s'appelle le GDP Now et c'est pour le PIB et vous voyez ça s'est effondré. On est passé de un peu plus de 3 à presque 1 et vous voyez, c'est vraiment à cause de ces 2 derniers jours ici, la partie rouge ici qui est les exports nets a commencé à vraiment devenir négatif et ça a continué par la suite. Et donc ça a remonté un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc on sent que voilà, même les indicateurs de PIB commencent à montrer qu'il y a un gros problème. Et on voit que, bah, on a eu cet effondrement et que c'était pas juste un effondrement technique d'1 ou 2 jours, parce qu'au début on voyait juste les 2 premiers jours, que ça a pas forcément rebondi et donc on va voir, par la suite quand il y aura les prochains estimés, comment ça va aller. Mais globalement, on sent qu'on arrive à un moment donné où, il y a plusieurs éléments, au niveau de l'économie qui semblent lâcher, et donc peut-être que ça va forcer un peu plus la main et faire réaliser aux banques centrales que et au gouvernement que ça va beaucoup moins bien que ce qu'ils nous disent, régulièrement. D'ailleurs, ça c'est un autre élément, important à prendre en compte pour, voir ce qui se passe dans la vraie économie. Alors c'est pour vous montrer au niveau des, de tout ce qui est relié au crédit et des gens qui ont arrêté de payer depuis plus de 90 jours. Donc en général, ça va mal quand on arrive à ce niveau-là. Donc vous voyez que le niveau des gens qui ne payent pas pour leur carte de crédit, eh ben, on est à un niveau très proche du sommet de la crise financière de 2008. Pour les prêts étudiants, on est un petit peu en dessous des sommets qu'on avait vus par la suite de cette crise et qui ont resté élevés pendant très longtemps. Mais regardez, pour les prêts auto, on est vraiment à un plus haut historique. Même pendant la crise de 2008 et par la suite, c'était pas monté aussi haut. Alors, ça reste, un critère quand même important parce que, c'est quand même, un gros montant pour la plupart des Américains et donc s'ils ne sont plus capables depuis plus de 90 jours de payer leurs prêts auto, ça peut créer toutes sortes de problèmes, avec, l'effet domino de tous ceux qui sont exposés à ça. Pour les hypothèques, bon, on voit que c'est quand même relativement bas évidemment comparé à la crise de 2008, hein, qui avait vraiment, été énorme et donc qui est resté probablement marqué dans la tête de beaucoup de gens et qui font un peu plus attention. Mais la tendance est là, je vous ai mis la flèche là. Depuis, 2-3-4 ans, ça commence et ça remonte et progressivement et ça ne s'arrête pas. Donc à un moment donné, est-ce qu'on va voir que en fait les gens qui ont commencé par arrêter de payer leurs cartes de crédit, leurs prêts étudiants et leurs prêts auto, à un moment donné vont se retrouver à plus payer leurs hypothèques? C'est tout à fait possible et il faudra surveiller ça. D'autant plus que, je voulais vous montrer ce graphique, ça c'était la crise de 2008. On voit que ce qui a causé autant de dégâts, c'est quand même juste un passage de 2 à 5 environ,
des gens qui ont arrêté de payer. Donc vous voyez, ça prend pas énormément pour créer cet effet domino, cette perte de confiance et tout ce qui s'ensuit évidemment. Ça aussi, c'est intéressant, c'est pour vous montrer les ventes de maisons et donc ça, c'est les maisons existantes et vous voyez que dans le passé, quand on était à ce niveau-là quand même, dans cette bande, de couleurs, ben ça a rebondi quand même assez rapidement. Là, on voit que ça commence à faire un bout quand même que ça traîne dans cette zone-là et que ça a pas l'air de s'améliorer. Évidemment, ça, c'est des chiffres nationaux, hein, il y a toujours des différences dans certains marchés, mais je trouve ça intéressant de voir que, voilà, u une zone qui a été une zone de rebond dans le passé semble être la zone où ça s'établit, et que ça semble pas il semble pas y avoir de signe d'amélioration. Maintenant, rapidement, pour le pétrole, qui est aussi un élément important de l'inflation, de l'économie, pour la bourse, et cetera. Je veux juste vous montrer rapidement ce graphique qui montre à quel point, voilà, toutes les nouvelles de cessez-le-feu, et de choses qui reviennent à la normale et cetera. Vous voyez, ça n'a clairement pas fonctionné, même s'il y a eu un petit pic. On n'est jamais revenu au niveau d'avant la guerre et là, on est revenu au niveau d'avant, les cessez-le-feu qui avaient été négociés. Et aussi, il y a quelque chose que je comprends pas encore tout à fait, mais que je voulais vous montrer quand même, peut-être qu'il y en aura vous qui auront des idées sur ce qui se passe. C'est que un des éléments qui a fait en sorte aussi que le pétrole n'a pas rebondi tant que ça, malgré tout ce qui se passait, c'est que la Chine a arrêté massivement d'importer. Vous voyez à gauche ici ce graphique, donc on voit que les importations ont vraiment chuté, parce que le monde a découvert qu'ils avaient beaucoup plus de réserves que ce qu'on pensait. Donc la consommation, d'après ce que j'ai compris, n'a pas vraiment baissé en Chine, ou très peu, mais c'est vraiment leurs importations qui ont baissé. Et aussi, on voit qu'aux États-Unis, donc il y a eu ce pic d'exportation et que d'un coup, il s'est complètement inversé. Donc c'est comme si potentiellement les États-Unis ont dit: «Ah, il y a pas de problème, on va exporter le pétrole pour compenser les pertes là-bas» et que finalement ils ont peut-être découvert d'un coup que: «Oh, finalement ça va pas se régler rapidement, nos réserves de pétrole stratégique baissent très vite» et donc voilà, les exportations semblent avoir beaucoup baissé aux États-Unis, donc c'est quand même, des choses à surveiller parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous montrent que ça pourrait aller très bien jusqu'au moment où d'un coup ça va très mal et ça pourrait, vraiment bouger très rapidement si à un moment donné, il y a ce moment où le marché se réveille, et réalise la réalité de la gravité de la situation potentielle. Alors maintenant, rapidement pour, l'or, l'argent et bitcoin. Donc je voulais mentionner le fait qu'évidemment, il n'y a pas eu d'annonce du gouvernement de Trump, ce qui est un peu surprenant par rapport au 4 juillet, donc au 250e des États-Unis. Néanmoins, je pense que c'est tout à fait possible que ce soit annoncé dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de l'année, parce qu'ils ont quand même mentionné ça à plusieurs reprises et que ça pourrait être quelque chose quand même qui pourrait, beaucoup aider à plusieurs niveaux pour, créer cet argent, d'un coup qui sera disponible pour rembourser une partie de la dette et faire toutes sortes de choses, peut-être attirer des capitaux, aux États-Unis avec des obligations reliées à l'or ou quoi que ce soit, mais peu importe. C'était pour dire qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes raisons d'investir selon moi dans l'or, même sans ça et donc ça, ce serait juste un bonus. J'investis pas pour ça, j'investis pour d'autres éléments et si ça arrive, eh ben, je serai content d'en profiter. Au niveau de justement d'un des éléments qui est intéressant à suivre, c'est que vous voyez ce graphique des importations d'or en fait, continue. Ça c'est selon les données, chinoises et on voit que en fait, en janvier et février, c'est là qu'on a eu le pic sur l'or et l'argent et que donc après, eux, en fait, ils n'ont pas arrêté d'acheter la baisse et donc on voit vraiment cette augmentation, constante des volumes donc et de ce qui s'est fait aussi en Chine, hein. Mais ça, il y a eu des mauvaises nouvelles qui ont circulé là-dessus. Vous avez peut-être, vu, ces vidéos-là ou d'autres vidéos, il y en a eu en anglais, en français, beaucoup ont repris ça. Des vidéos virales qui parlaient du fait que tout va changer, que la Chine, va interdire, de faire du trading sur l'or, que l'or pourrait arriver bientôt à 38 000 $ l'once et cetera. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, j'ai regardé, ça et globalement, il y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Premièrement, pour la Chine, ils n'ont pas interdit le trading d'or, ils ont juste mis en place des critères qui font en sorte que ça devient pas intéressant pour des particuliers de faire de la spéculation sur l'or. Mais ils peuvent quand même toujours en acheter, que ce soit juste un ETF normal ou du physique. Donc déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Un autre élément, c'est que Hong Kong, oui, a ouvert un nouveau centre le 7 juillet pour faire un peu de compétition à Londres et à New York. D'après ce que j'ai vu, ça pourrait être dans une volonté, bah, justement de minimiser la spéculation, mais cette fois qui se fait sur, les marchés de Londres et de New York. Donc on dirait qu'ils essaient de minimiser la spéculation, peut-être pour que l'or ait un prix qui reflète plus sa vraie valeur, au lieu d'être, potentiellement maintenu artificiellement bas, depuis des années. Et en ce qui concerne le 38 000,
C'est juste un calcul qui a été fait en fait, par, un analyste qui s'appelle Luke Gromen aux États-Unis. Il a divisé le surplus commercial de 2025 de la Chine par ce qu'ils ont importé en tonnes d'or en 2025 et voilà, c'est de là que vient le prix hypothétique sur le très long terme s'ils devaient régler, tout leur surplus, commercial en or. Mais voilà, ça n'a pas, de valeur, en termes de faire une action tout de suite en pensant que c'est ça le vrai prix aujourd'hui et que donc, il y a le potentiel que demain matin, quelque chose se passe et hop, tout le monde entier va dire: «Oui, oui, l'or, est passé à 38 000 du jour au lendemain». Donc voilà, c'est ça pour la petite histoire. Ça, c'était un graphique que je voulais vous partager particulièrement pour l'argent dont j'avais, mentionné un petit peu la semaine dans ma dernière vidéo. C'était, quelque chose qui mesure l'euphorie ou pas sur l'argent et donc, c'était la 1re fois que j'en voyais un et donc je trouvais ça intéressant de voir que c'est un graphique qui remonte quand même à 2016 et qu'on voit que ça a jamais été à ce niveau. Donc quand je vous parlais après le crack de l'or et de l'argent, qu'il fallait attendre que les touristes partent et que plus personne n'en veuille et que les gens disent: «C'est mort», bah, je pense que c'est un des graphiques qui montre vraiment que c'est le cas. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce qu'elle est déjà assez longue, je vais mettre la plupart des autres graphiques, sur le blog, donc vous pourrez aller voir. Mais en gros, voilà, la plupart des graphiques pour l'or et pour l'argent sont très positifs. Je vais les montrer rapidement à l'écran quand même, vous aurez une petite idée. Ce graphique, je trouvais ça intéressant aussi, c'est qu'on voit que, pendant que tout le monde allait, heu, en fait, sortait de l'or, de l'argent et de bitcoin, ils allaient dans les semi-conducteurs et donc comme c'est probablement en train de s'inverser, on a vu beaucoup de sorties des semi-conducteurs, particulièrement avec ce qui a commencé aussi avec la Corée du Sud. Et donc voilà, ça pourrait nous donner un indice aussi de ce qui pourrait se passer pour ces 3 actifs, si justement, on a cette rotation qui se fait plus pour revenir vers l'or, l'argent et bitcoin ou est-ce qu'elle se fait peut-être dans un autre domaine? On verra bien. Je vous avais parlé du fait que potentiellement il y aurait une autre narrative qui va se créer pour continuer la bulle de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être tout ce qui est relié à l'électricité, à l'énergie, pour les centres de données? On verra, c'est tout à fait possible ou peut-être avec les IPO de OpenAI et d'Anthropic qui pour l'instant ont été repoussés à 2027 mais pourraient revenir sur la table, on verra bien. Ça c'est pour Bitcoin aussi, si je devais vous montrer juste un graphique, je mettrai les autres sur le blog. C'est pour vous montrer que même ce qu'on appelle les long term holders, donc c'est les gens qui gardent vraiment ça, et c'est pas les gens qui vont sortir, qui vont rentrer au sommet et qui vont sortir dès qu'il y a le premier crack, hein, c'est des gens qui ont plus de conviction, qui vont rester longtemps. Ben on voit que voilà, les pertes sont quand même arrivées à des niveaux qu'on voyait autour des plus bas, du dernier, bear market et donc je trouve que c'est intéressant. Un signe de plus parmi les autres qui nous dit que voilà, je pense qu'on arrive, comme je l'ai mentionné, dans un niveau où on est proche de potentiellement, le plus bas, à moins évidemment qu'il y ait un événement signe noir du type 2020 ou je sais pas quoi, mais globalement, hors ça, ça semble être quand même intéressant au niveau risque-récompense. Donc voilà, je vous montre rapidement ici différentes graphiques que vous pourrez retrouver sur mon blog, au cas où ça vous intéresse, surtout, voilà. Et puis, donc, si vous voulez, rejoindre, ma newsletter gratuite pour avoir, des alertes, des informations et cetera, vous avez le lien, avec le code QR ici, je le mettrai aussi en description. Et puis je vous mets ici, 2 vidéos. Donc, une vidéo qui pourrait vous intéresser d'après l'algorithme de YouTube et ici je vous mets une playlist si vous voulez en apprendre plus sur comment je gère le risque avec, différents processus. Donc voilà, merci et à la prochaine.